Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 34, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut les Mimi. Alors Jérôme, ce soir au programme, un effet Lazare, un objet insolite et, euh, et j'ai oublié, et Avatar, voilà c'est ça, la sortie d'Avatar prévue fin décembre. Et en fin d'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir Stéphane Levacher, qui va venir nous parler de la sortie prochaine de son film Métanoïa. Voilà, il a lancé un crowdfunding avec Marc Bielli, et on aura le plaisir de parler de tout ça en fin d'émission. Mais pour le moment, cet effet Lazare, Lazare, vous vous rappelez, hein, dans la Bible, c'est celui qui revient d'entre les morts, et bien il y en a eu un il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais te poser cette question, Antoine. Après ta mort, quels sont tes souhaits? Est-ce que tu souhaites te faire enterrer ou incinérer? Non, alors surtout pas incinéré, hein. Et pourquoi? J'ai des vieilles superstitions sûrement ancrées en moi, une espèce de truc judéo-chrétien, j'en sais rien. Ah non, je voudrais pas me faire atomiser comme ça, non. Mais ce qui est complètement ridicule, hein, si effectivement, s'il y a survivance de l'âme, si on part là-haut, ou en bas, ou à droite, ou à gauche, qu'importe. Nous sommes poussière et nous sommes nés de la poussière et nous retournerons poussière, hein, c'est ça. C'est ça. Donc autant que ça soit le plus vite possible. Bah moi, je préférerais me faire incinérer parce que figure-toi qu'il y en a certains qui se réveillent pendant leur enterrement. Et donc c'est arrivé le mois dernier au Pérou, une femme qui s'est réveillée en plein milieu de son enterrement, figure-toi Antoine. Donc elle s'appelle Rosa Isabel Cespedes Calaca, donc qui avait été annoncée comme morte suite à un grave accident de voiture, hein, qui a également coûté la vie de son beau-frère. Et il y avait aussi trois de ses neveux qui étaient liés à cet accident qui ont été grièvement blessés. Et donc, alors apparemment au Pérou, ils n'ont pas les mêmes coutumes que nous, puisque la famille avait organisé les funérailles le lendemain de l'annonce du décès de cette femme. Et parce que nous, hein, on attend toujours, je crois que c'est un minimum de 3 jours, hein, et, s'il me semble bien, Antoine, avant d'enterrer nos morts. Et donc, les funérailles de Rosa Isabelle étaient en cours lorsque des membres de la famille ont entendu un bruit provenant de son cercueil lors du service qui était organisé par la ville de Lambayac. Donc les personnes en deuil ont été choquées lorsqu'elles ont entendu des bruits au début du service. Et donc ces proches qui avaient soulevé le cercueil sur leur épaule ont immédiatement déposé le cercueil au sol, ouvert le couvercle, et là, énorme surprise, et ils ont retrouvé Rosa Isabelle vivante à l'intérieur de ce cercueil. Donc le gardien du cimetière, Juan Segundo Cajo, a commenté elle a ouvert les yeux et elle transpirait. Je suis immédiatement allé à mon bureau et j'ai appelé la police. Donc la famille de Rosa a donc immédiatement repris le cercueil et l'a emmené à l'hôpital de Lambayeque avec Rosa toujours à l'intérieur. Donc les médecins ont mis Rosa sous assistance respiratoire après avoir remarqué qu'elle avait de faibles signes de vie. Mais bon, Antoine, malheureusement, elle est décédée quelques heures plus tard. Voilà. Donc, alors la famille appelle les patrons de la santé à obtenir des réponses pour savoir pourquoi elle a été déclarée morte. Alors bon, moi je sais pas pour toi, Antoine, moi ça me fait penser à ce qu'on appelle une NDE ou une EMI en français, hein, expérience de mort imminente. Il y a énormément de personnes qui sont déclarées, on va dire, cliniquement mortes, hein, c'est-à-dire que le cœur ne bat plus, plus d'activité cérébrale, et puis bah, ces personnes vivent une expérience au-delà du voile et reviennent dans leur corps. Voilà, donc apparemment c'est ce qui s'est passé. C'est ça, et puis ils se disent ah non, 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 c'était trop bien. On veut Je, pas revenir. je peux pas revenir, je Qu'est-ce qui se repars. passe? C'est ça. Donc, alors, les proches de Rosa pensent qu'elle était peut-être dans le coma après l'accident, hein, mais bon, ce qui pourrait être la raison pour laquelle les médecins pensent qu'elle était morte. Bon, lorsqu'on est dans le coma, on a toujours des activités cardiaques, etc. On n'est pas déclaré cliniquement mort. Donc, bah, la police péruvienne est actuellement en train d'enquêter sur la chose pour savoir s'il y a eu une boulette des médecins ou, bah, comme je le présume, pourquoi pas une NDE. Bon, alors il faut savoir que c'est un cas qui se produit. On va dire, c'est pas tous les jours, mais ça s'est déjà produit. C'était en 2020. Hein, moi, j'ai creusé un peu le truc. Alors, c'est une petite fille de 12 ans qui est déclarée morte, pareil, qui est revenue à la vie lors de la préparation de ses funérailles.
Donc cette petite fillette, Siti Mustafa Varda, a été admise dans un hôpital de Probolinggo dans la province indonésienne de Java. Donc pour diabète chronique et complications. Et le 18 août, elle a été déclarée morte à 18h ce jour-là. Et donc son corps a été emmené chez sa famille 1 heure plus tard pour permettre à ses proches de faire ce qu'on appelle la toilette des morts. Mais juste au moment où il commence à nettoyer le corps, les yeux de Siti se sont ouverts et elle s'est réveillée. À la grande surprise de son père, Ngazio, 40 ans, qui a décrit le moment choquant où sa fille est revenue d'entre les morts. Lorsque son corps était en train d'être lavé, sa température corporelle s'est soudainement réchauffée, a-t-il déclaré à la chaîne de presse locale d'Edik, et ses yeux fermés se sont soudainement ouverts. Nous avons alors trouvé que son cœur battait à nouveau et que son corps bougeait. Donc les médecins ont été appelés immédiatement sur les lieux et ont commencé à donner à Siti une assistance respiratoire et de l'oxygène pour l'aider à respirer. Malheureusement, tout comme cette pauvre Rosa, eh bien Siti, sa résurrection n'a pas duré longtemps puisqu'elle est morte encore une fois 1 heure plus tard. Son corps a été lavé et enterré dignement ce coup-ci au cimetière du village. Donc en fait, on pense que ces instants de ce qu'on appelle de seconde vie pourraient en fait survenir chez certaines personnes décédées d'une insuffisance cardiaque, et ça survient généralement environ 10 minutes après la confirmation de la mort d'une personne. Donc en fait, on appelle, comme tu le disais, ce syndrome de Lazarus. Donc alors en mai dernier, toujours en Indonésie, il y a eu aussi des images effrayantes d'un enterrement montrant un cadavre qui semblait bouger à l'intérieur de son cercueil. Donc comme je te le dis, Antoine, c'est pas quelque chose de nouveau parce que moi j'ai déjà entendu ça il y a très longtemps. Le témoignage de fossoyeurs. Alors pour, pour vos connaissances, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un fossoyeur, c'est une personne qui s'occupe des cimetières. Et comme on sait que les cimetières ne sont pas trop extensibles dans certaines communes, il y a des moments il faut retirer, laisser de la place, donc retirer de vieux cercueils que plus personne ne vient voir, donc des cercueils qui ont plus de dizaines d'années. Et puis ces fossoyeurs ont témoigné avoir retrouvé en ouvrant ces cercueils des personnes avec les bras en l'air comme ça, et puis des traces de griffures à l'intérieur du couvercle. Oui, et des ongles incrustés dans le couvercle. Mais rappelle-toi, on en avait parlé dans un des premiers mini, je sais plus si c'était le 2 ou le 3 de cette américaine qui avait fait un arrêt car dans le plein milieu d'un terrain de golf, et puis finalement qui s'est réveillé à la morgue. Oui, qui a tapé. Voilà, et puis au bout de cet espagnol aussi, qui lui était dans un champ mortuaire, dans la morgue, et qui a fait la peur de sa vie aux gardiens qui étaient là. Il y en a tout le temps. Je crois à Bordeaux, il n'y a pas très longtemps, c'est pareil. Quelqu'un qui est revenu comme ça d'entre les morts. Alors, ils reviennent pas d'entre les morts, mais moi ça me fait toujours penser à cet état de transe à la limite de la vie et de la mort qu'arrivent à pratiquer certains moines tibétains ou bouddhistes, où ils font tellement baisser, ils battent une fois toutes les... Les battements du cœur sont tellement baissés que il y a un battement toutes les je ne sais combien de secondes même ça peut même être toutes les minutes, ils font baisser, ils arrivent à faire baisser en fait leur chaleur corporelle, ce qui fait que ça espèce d'hibernation quoi. Voilà, ils se mettent dans une espèce d'hibernation, et je pense que c'est ça, parce que les médecins qui examinent ces morts, etc., ils peuvent pas passer à côté de quelqu'un à qui reste un souffle de vie, mais même par rapport à l'instrumentation qu'on a pour pouvoir tester, tu sais, les pip pip, comment on appelle ça, le battement cardiaque. Oui, voilà, l'électrocardiogramme plat. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi je préférais me faire incinérer. Oui, mais alors tu vois, te faire réveiller avec des flammes au cul, je suis pas sûr que ce soit mieux. Allez. Bon, mais écoute, en parlant de flammes, on parlera d'eau tout à l'heure avec Avatar et la sortie du film qui va venir à la fin de l'année. Mais là, j'aimerais, moi, t'amener du côté du Colorado. Je voulais te montrer, en parlant de chaleur, je voulais te montrer un paysage. Et tu vas me dire si tu vois quelque chose de particulier dans ce paysage. Donc, je vais faire défiler ce paysage très lentement, puis tu vas me dire si
si tu vois quelque chose qui t'interpelle. Alors, tu dis on est dans le Colorado? On est dans le Colorado. Une petite entrée bien taillée dans la roche. Mhm. Mhm. Juste là, à gauche, là, ça va partir. Hop, c'est parti. Ouais, c'était ça. C'était la petite entrée bien taillée dans la gauche, sur la gauche. Voilà. Bon, toi, j'ai fait un tour d'horizon complet. Hop, on reviendra sur ce côté droit parce qu'il y a des petites choses aussi intéressantes. Voilà, cette petite entrée taillée dans dans cette paroi rocheuse. Donc, pour toi, ça représenterait quoi au Colorado, cette entrée? Bon, écoute, une entrée de tunnel, de minier, Ouais, pourquoi pas? c'est ça, ouais. Une entrée de mine. On pense, si je dis Colorado, on pense directement chercheurs d'or. C'est ça? Et ils vont, ouais. Bon, je t'ai menti. C'est pas au Par Colorado. rapport, on n'est pas au Colorado. Ah, Non. alors on est sur Mars. C'est ça. Petit cachotier. On est sur Mars. Et oui, et oui, et oui. On est sur Mars et puis c'est tu sais, le petit rover qui a pris cette photo d'ensemble. Bon là, elle est reconstituée, hein, forcément la photo, c'est plusieurs clichés. Et ça fait le buzz là depuis le 7 mai, sur toute la toile où effectivement on parle de cette excavation martienne. Alors forcément, tu as tous les sites officiels qui ont de suite rassuré le public. Dormez bien, braves gens, c'est une formation complètement naturelle. Il parle même en fait, ce serait un éboulement qui aurait créé cette entrée comme ça. Il parle de failles ciselées qui permettraient d'avoir quelque chose, voilà, aussi parfait. Mais on sait que C'est dommage, c'est que lorsqu'on zoome, ça pixelise, hein. C'est toujours le ouais, problème avec les images haute résolution de la NASA. c'est ça. Alors d'autres disent que de toute manière, ça se trouve, c'est une entrée qui est toute petite, qui peut faire moins de 10 cm. Hein, on a du mal à estimer. Ouais, excuse-moi, moi je voudrais justement, tu vois, je regarde ce paysage et je regarde au pied là de la photo. On a l'impression comme s'il y avait de l'eau dans les. Enfin, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ici, ouais. Hein, tu vois, tu sais comme quand quand tu es sur le bord d'une plage rocheuse et que là, Mm, mm. en plus regarde les petites vaguelettes que font le sable. Tu sais, c'est typique. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Quand l'eau va reculer à marée basse et remonter ensuite, on a l'impression qu'il y a de l'eau là. Je sais pas. On fait une fixette C'est dans pas, cette entaille de roche, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Ah, pardon, j'ai du mal à revenir en arrière. il manquerait Alors donc, plus un petit crabe là qui se balade. Et on est sur une. ah bah oui, et je te dirais, on est sur une plage, ouais, limite tu m'aurais cru, c'est vrai que là aussi on dirait qu'il y a de l'eau. Ouais, mais non, tout à fait, il n'y en a pas. Alors, donc les scientifiques parlent d'éboulement. Alors, j'ai quand même été chercher la définition de d'éboulement, parce que je me suis aperçu qu'il y avait un mot propre en fonction de chaque, comment dire, de chaque mètre cube de pierre qui tomberait. Donc on parle d'éboulis ou de chute de pierre quand on est à moins de 10 mètres cubes de pierre qui se décroche. On parle d'éboulement quand on est entre 10 mètres cubes et 100 mètres cubes. Et on parle d'écroulement au-delà de 100 mètres cubes. Donc d'un côté, ils nous disent c'est un éboulement qui a créé cette cavité, et de l'autre côté, ils nous disent mais bon, c'est une cavité qui doit être toute petite, qui doit faire moins de 10 cm. Donc déjà, c'est pas le bon terme, au pire, il faut dire un ébouli. Et là, on pourrait parler de cavité de 10 cm. Moi, je trouve que, même si ça s'est fait il y a des milliers d'années, c'est propre. Hein. C'est propre, c'est propre. C'est un éboulement bien nickel, bien propre, bien net. Un petit ébouli. En plus, on voit pas trop de pierres au pied. Ah non, il Voilà, n'y en a pas. Voilà, bon, ouais. Voilà, il n'y en a pas. Après, on voit Donc, cette faille sur le côté gauche qui est bien nette aussi. On a l'impression là que ça a été coupé au laser. Ouais. Mais ouais, voilà. Donc quand même, cette entrée, elle est quand même bien rectangulaire, bien propre, bien nette ici.
Et bah, il devrait envoyer le rover, hein, aller voir hein, ce qu'il y a Ah, dans l'entrée. non, bah non. Il a pas de lumière, il a pas de diode. Même pas équipé d'une petite diode. Ouais. Et moi, alors, j'ai trouvé, parce que du coup, j'ai Tu t'es baladé regardé, mais sur je me les suis maps. baladé, ouais, forcément, parce qu'il y a plein de trucs super sympas à voir. Donc, toujours, bon, là, on va être dans des effets de pareidolie, mais j'ai vu deux trucs quand même qui m'interpellent. Le premier, c'est là-haut, et quand même bizarre ce rocher, là, avec cette petite. Hein, un petit canon, Un canon, ouais. un petit canon à la Oui. Star Wars, là, Puis ça, qui. pour que des roches fassent des excroissances aussi fines comme ça, Oh, c'est hein, c'est. faut déjà y aller, quoi. C'est ça, et puis si on est toujours sur 10 centimètres pour la taille du trou, là, c'est un truc qui doit pas être bien gros. Bon, et puis là, j'en ai une autre aussi, là, qui me plaît beaucoup. Écoute, moi je sais pas toi, mais moi je trouve que ça fait tête de statue coupée avec une coiffe égyptienne. Tu vois, le nez, les yeux, une bouche grande ouverte. Et peut-être même là, une espèce de. Soit de plumeau, soit de visée laser à la. Comment il s'appelle Boba Fett. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il a quelque chose ce caillou, mais bon, on est dans un effet de pareidolie. Hein. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais Non, c'est vrai que cette entrée enfin, cette espèce de découpe là dans la roche, elle est quand même assez troublante. voilà. Donc bon, mais tous ceux qui pensent autrement qu'un effet naturel, on les traite de farfelus, hein, bien sûr. Ce sont des théories farfelues, c'est naturel, il n'y a rien sur Mars. Et si c'était le premier cliché de Mars qui nous fait voir des choses un petit peu bizarroïdes, on se serait pas attardé dessus. C'est ça. Et effectivement, des clichés de Mars qui font voir des choses bizarroïdes, il y en a tout le temps. Et c'était dans Génération Stédor numéro 7, où on en parlait, c'était sur un article de Peter Knight, où il nous rappelait ce fameux monolithe hein, de Mars, ou le monolithe qui est un peu plus loin de Phobos, ou cette formation aussi là, de volcans super alignés. Tout le site de Sidonia sur Mars. Ah oui, et le visage de Mars, tout à fait. Bon. Donc, affaire à suivre ou pas, bon, non, ça, de toute manière, ils ont enterré l'affaire en disant que c'est un éboulement, et puis on n'en parle plus. Voilà. Et de la planète Mars à la planète... comment s'appelle cette planète d'Avatar, d'ailleurs Pandora. Pandora. Voilà, bah, il y a plus qu'un pas. Il n'y a plus qu'un pas. En tout cas, 6 mois à attendre, quoi. C'est ça. Vous avez certainement, comme moi et comme toi, Antoine, adoré Avatar. Moi, j'ai vraiment aimé ce film parce que je trouve que dans ce film, ils ont mis en avant plusieurs concepts hein, très intéressants. Tout d'abord, le fait de découvrir une exoplanète hein, vivable. En l'occurrence, c'était la planète Pandora. Et puis aussi, comment remettre en avant le côté malsain de l'homme hein, qui vient exploiter et piller les ressources d'une planète sans demander l'autorisation à leurs habitants, hein, bon, ce qu'on a toujours fait sur Terre. Et puis surtout le concept d'avatar, hein, intégrer un corps physique pour vivre dans un environnement bien spécifique. Enfin voilà. Et là, j'ai appris que Avatar numéro 2 allait bientôt sortir. Donc il sera en salle au mois de septembre de cette année, décembre pardon, excuse-moi, le 16 décembre. Donc j'espère que là, d'ici là, on pourra aller au cinéma sans masque, sans passe vaccinal, et puis en mangeant des pop-corn, Antoine. Parce que moi, ça fait 2 ans que je suis pas allé au cinéma. Hein. Donc voilà, au mois de décembre de cette année, nous allons avoir Avatar numéro 2. Hein, alors bon, on se pose toujours des questions lorsqu'il y a des suites de films. Comment? Parce que Avatar était sorti il y a 13 ans hein, et puis il appelait 13 ans pas déjà. Ah ouais. ouais 13 ans déjà, il appelait pas nécessairement une suite hein, parce que bon, ça s'est terminé d'une manière voilà, on ne se profilait pas dans une suite. Et puis c'est toujours un petit peu compliqué on sait très bien que parfois les suites de films qui ont très bien marché, bon parfois ça fait des bides. Mais bon apparemment là James Cameron, le réalisateur d'Avatar, en fait lui il avait prévu à la base l'annonce de 4 longs métrages par rapport à cette planète Pandora et à ce concept Avatar. Donc alors ce que je trouve intéressant, bon déjà je vais vous expliquer, on va réexpliquer un petit peu je sais pas si vous vous rappelez, hein, Avatar, hein, c'était Jack
Sully, hein, c'était un ancien marine. Euh, L'histoire se passe en 2154 et donc en fait, comment il y a une espèce d'entreprise hein, qui explore l'univers pour essayer de trouver des planètes sur lesquelles on pourrait exploiter comment ne serait-ce comment des minerais des minéraux rares. Et du coup, il découvre la planète Pandora, justement. Mais bon, cette planète est peuplée d'une faune et d'une flore aussi magnifiques que redoutables envers les humains. Et puis, l'air est irrespirable pour les terriens et la planète est habitée par les Navis, une espèce d'indigènes humanoïdes, considérés comme dangereuses, primitives et hostiles. Voilà. Donc en fait, et en plus, ils peuvent atteindre 3 mètres de haut. Je sais pas si tu te rappelles, Antoine, hein, l'avatar tout bleu, là, par rapport à la taille d'un humain, ce sont des géants. Et du coup, lorsque les humains arrivent sur la planète, ils découvrent un minerai jusqu'alors inconnu de la science, l'unobdatium, pardon, qui se révèle être la clé pour résoudre la crise énergétique sur Terre. Et donc, tous les intervenants sont employés pour essayer justement, ils créent un consortium militarisé visant à l'exploitation de ces ressources. Et le plus gros gisement se situe sous les racines d'un arbre gigantesque, hein, qui habite justement le clan des Navis. Et donc, voilà, l'histoire se termine que les Navis, quand même, avec l'aide de toute la nature, réussissent à chasser ces humains belliqueux. Et donc, la suite, je vous raconte un petit peu le synopsis. Hein. Donc, en fait, justement, Jake s'est un petit peu mis en couple avec sa bien-aimée. Excusez-moi, je recherche le nom. Neytiri, voilà, c'est ça. Oui, ils sont bien mis en couple parce que j'ai cru voir qu'elle était enceinte hein, dans la bande-annonce. Ils ont fait leur vie ensemble et ils ont eu 4 enfants. Ah bah Donc, oui. voilà. Donc 4, vous vous rappellerez de ce chiffre. Hein. Donc ils ont eu 4 enfants, hein, donc un cocon familial paisible, hein, proche de la nature, comme dans Avatar numéro 1. Mais ils sont perturbés par le retour de la Resource Development Administration, voilà, c'est cette fameuse entreprise terrienne. Hein. Et puis ce volet sera centré sur la partie aquatique de la planète. Donc alors moi justement, tu vois le fait que là on va explorer le côté aquatique de Pandora. Je me demande si James Cameron, là, puisqu'apparemment il a prévu 4 volets Avatar, s'il nous l'a fait pas un petit peu à la Luc Besson, puisque rappelle-toi, Antoine, hein, Luc Besson, il a joué un petit peu sur les 4 éléments. Donc au départ, il a créé Subway, hein, qui représentait la Terre. Ensuite, il a sorti le Grand Bleu, hein, l'élément eau. Il y a eu ensuite le film Nikita, hein, qui était plus sur le feu, hein, les flammes, des explosions tout le long de ce film. Et puis pour terminer avec Léon, l'air, avec sa plante et les gratte-ciel sur l'affiche de ce film. Et puis bien sûr, Luc Besson a terminé avec le 5e élément. Là, j'ai l'impression que James Cameron nous l'a joué un petit peu pareil, parce que rappelez-vous, Avatar numéro 1, on était un petit peu vraiment basé sur l'air, puisque rappelle-toi, il maîtrise ses dragons volants, il y a cet énorme arbre gigantesque sous lequel il y a justement ce minerai si précieux pour les humains, et donc l'arbre avec ses branches aériennes, etc. On était dans l'élément air. Pour toi, c'est l'élément air. Moi, j'aurais dit terre. Tu vois. Ah bah écoute. Moi, le fait, ouais, là, le fait en plus qu'il chevauche ces espèces de dragons volants là, je me rappelle plus le nom de. Bon, j'étais plus parti sur l'élément air en fait. Bon, là, apparemment, là, ça va être basé sur l'eau. Voilà, donc à voir la suite Avatar numéro 3 et numéro 4, hein, si on retrouve pas cette prédominance des éléments dans les thématiques de ces futurs films, on verra bien. Oui, on aura l'élément feu qui va arriver, ça c'est évident. En tout cas, les images sont magnifiques. Quoi. Apparemment, il y a des personnes qui l'ont vu et il y a des excellents retours, notamment certains qui disent qu'ils l'ont vu en 3D et que techniquement c'est assez impressionnant. Voilà. Donc hâte de voir Avatar numéro 2. Ouais, carrément. Ouais. Bon, écoute, comme tu le disais tout à l'heure, oui, j'espère qu'on pourra manger des pop-corn à ce moment-là. On verra, mais ça va être une histoire de politique encore. On verra comment ça se passait dans quelques semaines. On aura la surprise, mais t'as vu que ça y est,
plus de masques dans les transports en commun à partir de lundi. Bon, ça arrive juste avant les élections. Mais il est toujours recommandé quand même. On sait jamais. On sait jamais. Allez, on va bien changer complètement d'univers, complètement de sujet. On va passer sur un univers beaucoup plus symbolique, alchimique, avec Stéphane Levaché qui va donc nous présenter son projet Métanoïa. Et c'est un film documentaire fiction qu'il va réaliser avec Marc Galli. Bonsoir Stéphane. Eh bien, très bien, Antoine. Ça nous fait plaisir de te recevoir parmi nous ce soir, parce que tu vas venir nous présenter ton projet que tu es en train de réaliser avec Marc Galli. Alors peut-être que nos auditeurs connaissent, hein, pour ceux qui sont des lecteurs de, rappelez-vous, Génération Cité d'Or, on avait parlé de la Passion Madeleine, Passion Marie-Madeleine, très bon film, ouais, de Marc Galli. Avec qui vous vous êtes entendu pour réaliser un film qui va s'appeler Métanoïa. En 2 mots, déjà Métanoïa c'est un terme grec. Alors j'ai été chercher une définition parce que entre nous c'est vraiment la première fois que j'entendais, c'est se donner une norme de conduite différente supposée meilleure. Voilà la définition officielle. Alors, il y a plein de définitions de métanoïa. En fait, pour simplifier, la métanoïa, en fait, ça renvoie au renforcement de l'esprit, pour dire au plus simple. Et si on renforce en fait la qualité et le niveau de l'esprit, ça permet d'accéder à une perception différente des choses. Ça permet d'accéder, comme l'on dit à leur façon les surréalistes, à une surréalité. Donc l'idée, c'est en fait, de modifier le niveau de conscience par un processus qui est décrit justement alors, depuis la nuit des temps dans le patrimoine. Parce qu'en fait, moi, ce qu'on va montrer dans le film, c'est que se formule dans notre patrimoine, alors qui est très, très présent partout à Paris, mais aussi en province, dans le patrimoine, donc se formule cette méthode, en quelque sorte, pour renforcer le niveau de l'esprit et évoluer dans les échelons des niveaux d'être. Donc, c'est vraiment donc inscrit très, très précisément dans notre patrimoine et c'est ce qu'on va essayer de montrer justement dans le film. Alors, on va s'appuyer sur des sites parisiens que j'ai déjà travaillé. Hein. J'ai sorti un livre en 2020 chez Hermésia qui s'intitule Un chemin initiatique en plein cœur de Montmartre. Donc, j'ai montré que depuis le pied du Louvre, rue de l'Échelle, hein, ce qui renvoie justement à la possibilité d'une élévation jusqu'au sommet du Sacré-Cœur, il y a justement une formulation très, très complète de toutes les étapes du processus qui permettent en fait de même en fait au terme de ce processus se spiritualiser complètement et en fait, comme disait Bouddha, sortir un peu du cycle des réincarnations. Mais ça, c'est le terme ultime et c'est une utopie, bien entendu. Mais il y a l'idée qu'il y a vraiment la possibilité, en fait, d'évoluer considérablement selon donc un certain nombre d'échelons sur une échelle, voilà, Et d'évoluer en tant qu'humain individuellement et collectivement. Et quand tu parles de monuments, Stéphane, tu fais référence à quel type précis de monuments, les cathédrales, Alors, ce sont des vastes dispositifs, c'est-à-dire que le chemin initiatique de Montmartre, il s'articule sur 3, en fait, donc il part du pied du Louvre, et puis l'ascension commence vraiment au pied du mont, avec au niveau de l'église Notre-Dame de Lorette, qui forme un premier niveau. Le deuxième niveau, en fait, c'est les abbesses, avec l'église Saint-Jean des Abbesses, et puis le 3e niveau, c'est le Sacré-Cœur de Montmartre. Donc, ce sont 3 échelons principaux dans le processus d'élévation. Alors, il y a ce site-là sur lequel on va s'appuyer, parce que j'ai travaillé de façon très détaillée, et puis il y a une reformulation vraiment très, très minutieuse qui a été opérée au 19e siècle. D'ailleurs, sur toute la durée du 19e siècle, il y a eu un effort pour reformuler cette façon de penser à Paris, au moment où il y avait de grandes transformations urbaines, hein, qui se sont accélérées d'ailleurs après 1870,
après les épisodes de la Commune, hein, tout était, la colline de Montmartre était quasiment à nu. Enfin, c'était une sorte de terrain vague ou des jardins en fait. Et donc les opérateurs de cette façon de penser, dirigés à partir d'un certain moment par Viollet-le-Duc, se sont efforcés de laisser un certain nombre d'éléments symboliques pour pas perdre la trace de ce chemin qui existait depuis très longtemps et qui correspondait en fait au chemin de pèlerinage du Saint-Denis. Voilà. Donc il y a eu une reformulation au XIXe siècle afin de pas perdre la trace de l'ancien chemin qui a été petit à petit détérioré et désaffecté. Mhm. Donc on s'appuie sur ce site-là et puis sur un autre dispositif très conséquent, très complet, plus ancien, qui est l'axe, que moi j'appelle l'axe métaphysique du Louvre, alors qui commence à l'arrière de la cour carrée du Louvre, rue de l'Arbre Sec. On n'aura peut-être pas le temps de parler de tout ça, mais la toponymie, c'est-à-dire le nom des lieux, est très important dans la formulation. C'est pas simplement que des éléments architecturaux, ça peut être des numéros, des nombres, les numéros de rue, et aussi le nom des rues. Donc, par exemple, l'axe du Louvre commence donc rue de l'Arbre Sec, qui s'appelait d'ailleurs avant rue de l'Arbre Sel. Dans cette rue, il y a la Samaritaine, donc ça nous renvoie à un légendaire biblique. Et puis, donc, cet axe du Louvre, il fait 170 km et il aboutit à Harfleur. Étymologiquement, Harfleur, il y a la racine Kargar, fleur de la pierre. Donc, c'est-à-dire qu'au terme du processus, on se dématérialise totalement et on libère l'esprit comme une fleur libère son parfum. Et à Harfleur, il y a le canal qui a été tracé par Vauban, c'est le premier canal du Havre, donc il va vers l'océan. Et donc, on peut assez facilement proposer une lecture hermétique en disant que Harfleur débouche sur un canal qui mène à un havre de paix, c'est-à-dire que là, on rejoint aussi la façon de penser bouddhiste, c'est-à-dire qu'au terme du processus de développement de son être, normalement, c'est le nirvana en fait, c'est-à-dire qu'on se décorporifie complètement, on se spiritualise totalement et on rejoint le néant suressentiel qui est représenté par l'océan et notamment la Manche. Parce que j'ai travaillé d'autres sites, par exemple Étretat, il y a toujours cette idée de la dernière porte en fait de notre matérialité nous ouvre sur justement ce néant suressentiel qui est représenté encore quand même un peu substantiellement par l'océan. Alors Stéphane, je te propose qu'on aborde les autres sites tout à l'heure et qu'on aille sur justement le site de crowdfunding, déjà pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je partage. Donc ça se passe sur Touscoprod, sur proarty.fr. Ouais. Alors c'est un site de crowdfunding que je ne connaissais pas du tout, donc je pense qu'il est plus spécialisé dans le soutien des films documentaires, des courts-métrages, ce genre de choses, c'est ça? Oui, puis dans les projets de type culturel et patrimoniaux. Voilà. D'accord. Après, il permet aussi de défiscaliser. Enfin, ils sont organisés pour justement faciliter la défiscalisation à 66%. Ouais, tout à fait. On va le voir dans les contreparties. Pour déduire de ses impôts. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on va voir dans les contreparties où pour le coup, d'un côté, bien, vous faites un don pour pouvoir soutenir ce projet et en plus, bien, ça vous permet de réduire considérablement, vous allez voir, de récupérer une partie de ce don au niveau de vos impôts. Alors, il reste encore une quarantaine de jours au moment de la première diffusion de cette émission pour clôturer le projet. Donc, vous avez besoin d'un budget de 26 400 €. On est à peu près à un cinquième du budget, à 4 450 €. Donc, tu nous as décrit déjà pas mal
principe de métanoïa. Mais comment va se passer, comment va se dérouler ce film documentaire? On va suivre un personnage qui Alors oui, va... ça sera, là je pense on va plus vers la fiction, dans le sens où on va faire appel à des comédiens. D'ailleurs, il y aura la comédienne Laura qui a joué Marie-Madeleine dans le film de Marc Bielli, avec l'idée que donc il y aura 2 ou 3 personnages qui seront en fait en quelque sorte des pèlerins et qui vont croiser mon chemin de lecteur voilà, des dispositifs symboliques. Et pour des raisons d'ailleurs différentes les uns des autres, hein, il y en a peut-être parce qu'ils seront dans une impasse existentielle, donc voilà, ont peut-être besoin d'avoir des repères. Alors ces repères, justement, ils sont inscrits dans le patrimoine. Nos ancêtres nous ont laissé des messages, en quelque sorte, pour nous guider, et notamment dans les périodes de crise, d'égarement collectif. L'axe du Louvre, par exemple, renvoie alors, très, très évidemment au risque qu'il y a que les civilisations régulièrement s'égarent. D'ailleurs, il y a une statue de Landowski qui s'appelle Les Fils de Caïn, donc qui est un axe qui est sur la gauche de l'axe essentiel qui mène à Harfleur. Et on voit donc des fils de Caïn, donc à Lamech et puis Tubal-Caïn, qui est le fondateur en fait le fondateur de la chimie, de l'alchimie et de l'industrie. Et Lamech, c'est un aveugle, premier polygame, et on voit que les derniers en fait, de la lignée de Caïn vont dans un gouffre, parce qu'on sait d'ailleurs que le dernier fils, ce sera Noé, qui sauvera d'extrême justesse l'espèce humaine, qui s'est perdue, égarée au point de s'effondrer et d'être engloutie en fait, par un cataclysme. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, dans un dégage près du même angle sur le côté droit par rapport à l'axe essentiel qui est censé sur lequel on est censé se concentrer pour retrouver le vrai centre des choses, il y a, ça c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur le site, il y a une tour qui s'appelle la tour First, donc qui est la tour la plus haute de France, hein, qui a un building, un gratte-ciel en fait, qui concurrence d'ailleurs un petit peu quand on est au niveau de l'arche pas de l'arche de la défense, de l'arc du carrousel. On voit que sur la droite, donc, que cette tour First concurrence l'obélisque. C'est comme si c'était finalement un centre, mais déplacé. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la tour First, on a le nom de la compagnie d'assurance qui est un des occupants de cette tour, et qui s'appelle Euler Hermès. Donc, sur cette tour est affiché Euler Hermès, ce qui est en fait l'anagramme de l'erreur Hermès. C'est quand même assez étonnant, hein. On a un phénomène de synchronicité, c'est-à-dire que cette tour donc, qui est très emblématique de notre actualité centrée sur le monde des affaires, semble afficher justement que on est à nouveau bien engagé dans un égarement. Que en fait l'esprit, parce que Hermès renvoie à l'esprit, mais l'esprit incarné en l'homme, qui est facétieux, qui peut faire le meilleur et le pire. Ben, sur cette tour First, hein, il y a donc l'erreur Hermès. Donc la tour semble avouer presque inconsciemment ou par lapsus que elle est l'incarnation de l'égarement actuel d'une civilisation qui peut être comme celle des derniers membres de la lignée des Caïns est vouée à son engouffrement. Ça, c'est quand même assez étonnant. Alors, tu parlais tout à l'heure d'alchimie. Est-ce qu'on peut dire que finalement la majorité des symboles qui ont été laissés par les ancêtres bâtisseurs sont des symboles justement alchimiques qui sont là pour être interprétés par ceux qui savent? Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans tes contreparties, tu avais nommé tes contreparties par des mots qu'on n'entend quasi jamais, comme nigredo, qui veut dire noir, noirceur, hein, albedo, alba blanche, rubedo.
Quel est le rapport avec l'alchimie pour toi? Alors, disons donc ça renvoie aux 3 phases en fait du processus qui permettra de s'élever sur l'échelle des niveaux d'être. Alors, l'alchimie, c'est une version en fait de la Philosophia Perennis. Ça, c'est le terme de version. On le trouve dans le livre de Aldous Huxley, qui s'appelle Philosophia Perennis. Et Aldous Huxley a montré que cette façon de penser-là, alors qu'il y a une énologie, c'est-à-dire que c'est une philosophie qui part du principe que tout est créé par un principe créateur que les Égyptiens appelaient le un. Et puis tout est en fait après une fraction du un. Donc plus on s'éloigne dans le temps et l'espace, plus on s'éloigne du principe. Et donc les civilisations, elles tendent à se détériorer. Plus on avance dans le temps et l'espace, comme on s'éloigne du principe, plus il y a des risques de perdre et il y a une fatalité de l'éloignement. Mais individuellement, chacun peut, par un processus intérieur, tendre, et par la métanoïa justement, à se reconnecter avec ce principe afin de réorienter sa vie selon ce principe, c'est-à-dire de vivre pas simplement comme corps cognitif adapté à une réalité, mais comme être se spiritualisant et se déployant et étant en mesure d'avoir une conscience plus harmonieuse du monde et de participer peut-être à une meilleure harmonisation du monde. Alors, donc, il y a en effet des éléments de représentation alchimique, et des références au soufre, au mercure et au sel. Par exemple, sur le chemin Saint-Denis de Montmartre, il y a la rue des Trois Frères, alors qui renvoie justement à 3 soufres. Après, il ne faut peut-être pas trop entrer dans les détails, parce que c'est quand même un peu complexe. C'est-à-dire que le principe actif en l'être humain, il est représenté en alchimie par le soufre. Le soufre, c'est le principe actif. Le problème, c'est que le principe actif en l'être humain, il est fractionné en 3 corps, en quelque sorte. Le corps physique, donc le soufre s'exprime par la vitalité et la santé du corps. Donc le soufre, on l'en trouve aussi dans le corps mental, c'est-à-dire nos capacités cognitives qui permettent de nous adapter, notre intelligence cognitive. Et puis il y a un 3e soufre qui, lui, est ignoré de la plupart, qui se trouve dans les profondeurs de l'âme, qui correspond à l'intelligence du cœur, que Plotin appelle l'or établi, et c'est ce soufre-là qui est transcendantal, qui est relié en fait dans les profondeurs de notre psyché au principe créateur de toute chose. Et donc il y a l'idée qu'il faudrait abaisser l'ego pour se relier progressivement au vrai centre qui est enfoui dans les grandes profondeurs de notre psyché, en fait de notre inconscient. Le mot inconscient renvoyant à en fait une psyché qui n'est pas du tout structurée, qui est même parfois déniée, pas consciente, inconsciente. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est prendre conscience de l'inconscient. Et justement, la phase au noir, elle a été traduite par Carl Gustav Jung comme, en termes psychanalytiques ou en termes de psychologie de profondeur, la phase au noir, c'est la prise de conscience qu'il y a un inconscient. Alors ça peut être un peu perturbant, parce qu'en fin de compte, l'ego, finalement, se retrouve en compétition avec une part de lui-même qu'il ignorait et qui souvent commence à le perturber un petit peu. Donc la phase au noir, c'est une phase qui est compliquée, qui est douloureuse, qui entraîne une remise en question radicale. Alors d'ailleurs, parfois qu'on subit, on peut être... en fait, il peut y avoir des processus qui se déclenchent en nous. Ça peut se manifester par les rêves, ça peut être le produit de circonstances extérieures qui nous dérèglent comme machines cognitives et qui font que tout d'un coup on se pose des questions qu'on ne se posait pas auparavant. Jung a expliqué aussi qu'il y avait un moment donné, de toute façon que ça arrivait pour tout le monde, c'était le midi de la vie, entre 35, 40, 45 ans, donc on ne peut pas y échapper. On va bien devoir à un moment donné se relier avec la partie inconsciente de nous-mêmes. Alors ça, c'est la phase au noir, donc c'est un peu parfois bouleversant. Et puis la phase au blanc, en fait, ça correspond justement à la structuration de l'inconscient,
qui va d'ailleurs petit à petit prendre une forme, un corps, et à ce moment-là, on pourrait l'appeler âme. Les anciens appelaient cette psyché structurée l'âme. Et puis la dernière phase, c'est la phase au rouge, et là, c'est en fait la découverte qu'il y a un centre dans les profondeurs de cette psyché qu'on a petit à petit structurée, et ce centre, il va en fait devenir le nouveau roi de notre être et changer radicalement notre vision du monde. Voilà. Alors donc c'est phase noir, phase blanc et phase rouge, ça correspond vraiment à des moyens de franchir 3 paliers importants dans le processus d'élévation spirituelle, quoi. Et je voulais te poser cette question, Stéphane. Est-ce que, d'après toi, l'œuvre rouge alchimique, en fait, ne serait pas le fait que l'âme recouvre sa mémoire, en fait, se rappeler de toutes ses vies passées, ses vies antérieures, en fait, décapsuler l'âme, on va dire. Ouais. Alors à mon avis, ça correspondrait plutôt, je pense, à la phase au blanc, c'est-à-dire où l'âme en fait reprend corps. Il est possible que dans cette phase-là, il y ait accès à des contenus qui dépassent la limitation de notre corps cognitif. Parce qu'en fait, c'est pas c'est l'âme personnelle peut-être qu'on va d'abord découvrir, puis après c'est une âme transpersonnelle. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas de fond. En fait, c'est le grand corps d'une géante, on pourrait dire, sans fond. C'est un puits sans fond, hein, c'est la représentation du puits. Il est possible que par ce puits, des contenus remontent. C'est pour ça aussi qu'il y a l'idée de prendre son temps. Et d'ailleurs, dans la phase au blanc, il est dit chez les alchimistes notamment que c'est en fait c'est un travail de femme. En fait, c'est pas à l'ego de décider ce qui doit se faire remonter et comment ça doit remonter, à quel rythme. C'est vraiment la psyché qui prend le contrôle et qui va livrer les contenus au rythme auquel on sera en mesure aussi de les accueillir. Et il faut circonscrire aussi ces contenus, sous peine d'être débordé. Bon, après, il y a des gens qui peuvent faire ce travail et l'accélérer sous contrôle d'un cadre voilà, psychanalytique. Après, il y a bien entendu les psychotropes qui sont des accélérateurs, sont dangereux parce que justement, il y a plus cette idée que la psyché déploie ce qu'elle a déployé selon son rythme et nos capacités d'intégrer ces contenus. Chez lui, il y a cette idée d'intégration des contenus psychiques. Ces informations. Voilà. Oui. Voilà. Et l'œuvre rouge, c'est vraiment, en fin de compte, la création, la constitution d'un centre stable et qui est en mesure, en fait, d'engendrer un nouvel être, hein, ce qui est Horus. Hein. Parce qu'en fait, il y a Isis. D'ailleurs, Isis engendre Horus et moi, je me suis aperçu finalement que ici, c'est presque un idéogramme. C'est-à-dire qu'il y a I, le principe actif, S, la substance. Donc, la première phase, c'est un premier Is. Le deuxième phase, c'est un deuxième Is. Donc, ça fait Is, Is. Et Isis en changeant Horus. Et Us, en fait, le U en grec, c'est le Y. Et le Y, c'est le symbole finalement du soufre concrétionné. C'est-à-dire quand le soufre les 3 soufres sont réunis, au début, il faut relier le soufre de l'intelligence mentale au soufre du cœur, l'intelligence du cœur. Donc, ça forme la lettre I. Mais après, en fait, ce petit noyau-là va puiser l'énergie du corps. Et là, ça devient peut-être un peu compliqué. Il y a des risques au niveau de sa santé, au niveau de son moral, etc. Mais en fait, la troisième phase, c'est vraiment la constitution d'un noyau de soufre qui va engendrer un corps de nature autre, qui sera signifié par l'enfant divin Horus, qui peut après devenir un corps de géant. Et ce corps de géant, on le trouve sur l'affiche justement du lapin Agile. Il est représenté sous forme d'un énorme lièvre. Je voulais venir. Voilà, justement, Antoine. Eh oui. Ce lapin blanc, on sait que c'est le symbole de tous les mystères. On retrouve bien le rouge dans sa ceinture et son nœud papillon. On a le blanc, on a le rouge, et puis la bouteille noire, la casquette noire. Donc le titi parisien Parisis, le Parisis Code, voilà. Donc le choix de l'affiche, bien évidemment, il n'est pas anodin.
Ah non, non, il n'est pas anodin. Bon, après, ça renvoie à un des opérateurs aussi importants du chemin Saint-Denis, qui a été André Gide. Hein. André Gide qui fait partie des hydropathes. Les hydropathes, alors le fondateur des hydropathes, c'est Goudot, Émile Goudot. Il y a une place Émile Goudot. Donc Goudot, il a le goût de l'eau. On peut jouer, il joue avec les mots, il joue avec leur propre nom. Mais en même temps, ils sont malades de l'eau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est vrai que la relation avec le psychisme, c'est dangereux. Donc on aspire à se relier, bien entendu, avec des territoires qui sont pleins de potentialités. En même temps, il y a l'idée que c'est dangereux, donc il faut faire attention. On peut être aussi malade de cette relation que l'on établit avec l'inconscient. Il faut faire attention. Après, en effet, dans le lapin, alors, il n'y a pas un lapin, alors c'est le lapin agit, c'est là que J lapin, il y a un jeu de mots, et ils adorent jouer avec la langue des oiseaux. Et puis aussi, en fait, c'est plutôt un lièvre, et le lièvre, en alchimie, il est associé en fait à la structuration justement de la psyché ou de la substance. Hein, le lièvre, chez les alchimistes purs qui travaillent sur les métaux, en fait, les oreilles de lièvre signifient le début de la cristallisation. En fait. Bon. Donc, mais là, dans le lapin agile, en effet, on voit les trois soufres. Hein, il y a le soufre du mental, le soufre de l'intelligence, qui est représenté par le nœud papillon. Il y a le soufre du corps qui est représenté par cette espèce d'écharpe sur le ventre qui semble un peu presque en sein, hein, on dirait du lièvre. Peut-être qu'il est en train de... Il contient peut-être un enfant divin aussi. Et puis en fait, le troisième soufre, qui est le soufre de l'âme, il est sur la casserole de cuivre. Alors après, il y a tout un jeu de mots aussi autour du Ka, parce que le Ka, en fait, c'est le centre, chez les Égyptiens, c'est le centre transcendantal en soi. Alors, il faut, pour trouver son Ka, il faut partir en Ka. Le lapin, il a une casquette, donc il y a la quête du Ka. Et puis en même temps, le Ka se roule, c'est-à-dire qu'en fait, il crée un nouveau corps dans la substance qu'il a d'abord libérée. Alors là, le lapin, il sort de la casserole. Alors c'est une espèce de corps de géant. En même temps, on sent qu'il est trop instable, trop facétieux. Donc, en fait, c'est trop tôt. Donc, il faudrait remettre à mijoter tout ça pour, en fin de compte, quintessentier davantage le soufre, ce qui est représenté d'ailleurs par le bouchon de la bouteille de vin. Et là, on rejoint Rabelais, hein, qui, dans Gargantua, utilise le frère Jean comme porte-parole, et le frère Jean dit « Moi, je suis le serviteur du vin ». Mais c'est-à-dire qu'il s'occupe de la vigne, mais aussi le serviteur divin. Donc le bouchon de la bouteille, alors qui est tenu sur la main du lapin, on sent que tout pourrait tout processus pourrait être anéanti parce qu'il y a trop d'énergie et c'est instable. Donc il faut remettre tout ça au travail afin de quintessentier le soufre et peut-être d'être en mesure enfin d'engendrer un corps transcendantal divin. Alors ce corps transcendantal divin, il est représenté tout en haut de la colline Montmartre par le Christ Pantocrator, hein, c'est-à-dire le Christ tout-puissant, mais c'est aussi la puissance du tout. Et puis il est représenté aussi par la structure même de la basilique. Et d'ailleurs, on peut monter au sommet du dôme de la basilique, et quand on monte au sommet du dôme de la basilique, on a l'impression finalement d'être dans un corps de géant et qui voit le panorama, c'est-à-dire le spectacle du tout. C'est-à-dire monter au sommet du dôme. D'ailleurs, le dôme de Montmartre, il a cette qualité particulière qu'on trouve par exemple à Lisieux. C'est-à-dire quand vous montez au dôme, on se trouve exactement, enfin, à proximité du centre d'un cercle parfait. Voilà. Et en fait, ça ramène à la définition mathématique du divin chez les anciens, depuis les présocratiques, mais on retrouve ça après chez Alain Delille, Pascal, etc. Et la définition du divin, mathématique du divin, c'est celle-ci. En fait, le divin, c'est un cercle dont en fait le centre est partout, c'est-à-dire aussi en nous, mais dont la circonférence est nulle part. Sauf que lorsqu'on monte au sommet du dôme, on voit en effet un cercle qui englobe toute la surface en fait de la Terre. C'est-à-dire que lorsque l'on si on était en mesure de créer un corps de géant, un corps cosmique, eh bien, on percevrait en fait l'unité du tout. C'est-à-dire qu'on aurait une conscience de l'âme harmonieuse du monde.
C'est-à-dire qu'on serait soi-même Dieu en quelque sorte. Et cette âme, d'ailleurs, elle n'est pas symbolisée ici par les petits papillons blancs qui sont en général aussi des représentations de l'âme dans la mythologie. Ouais. Oui, oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Oui, le papillon, c'est justement le volatile, mais qui se matérialise. Et dans la mythologie nordique, c'est aussi l'âme qui quitte le corps pour aller. Le corps, etc. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, Ouais. c'est de voir cette espèce de concordance des symboles dans toutes les cultures. Hein. Et alors, il y a un auteur qui a travaillé sur ça en montrant le rapport avec les découvertes qui ont été faites dans les sciences contemporaines. C'est Fritjof Capra dans le Tao de la physique. Hein, il montre que les découvertes en physique quantique, notamment, en fait, confirment la conception des ésotérismes orientaux et occidentaux. Donc, il y a une étonnante convergence, et que cette convergence, elle se manifeste notamment dans les symboles qu'on trouve formulés dans le patrimoine, et puis aussi qui sont produites par la psyché humaine dans les rêves, par exemple. Stéphane, c'est passionnant, mais tu es très très bavard et tu sais que c'est une émission qui est somme toute. Mais ça va faire plaisir à tout le monde, hein, parce que tout le monde réclame des émissions beaucoup plus longues que ce qu'on fait d'habitude. Donc là, je sais que Nathan sera ravi, Mamselle sera ravi. Il y en a plein qui vont être très contents. Mais on va malgré tout devoir terminer cet échange délicieux et passer donc rapidement quand même sur les contreparties. Donc on rappelle que pour pouvoir sortir le film, vous avez besoin de 26 400 €, que vous êtes à peu près à 4 450, 5 000 €. Dans les contreparties, bien évidemment, il y a des contreparties à 10 € pour pouvoir au minimum voir votre nom au générique et donc soutenir le film. Mais si vous voulez avoir le film et le lien pour pouvoir le visionner en VOD, il faut passer sur la contrepartie à 20 €. Pour pouvoir avoir le film matérialisé cette fois-ci, en plus des autres contreparties, et donc obtenir le DVD du film, c'est 50 €. Et comme le disait Stéphane tout à l'heure, cette plateforme permet de pouvoir avoir un retour sur votre imposition. Et donc en réalité, sur ces 50 €, vous allez pouvoir récupérer 33 € au niveau de votre fiche d'imposition. Donc la contrepartie finalement vous coûtera que 17 €. Sur la Albedo Plus, là vous allez avoir en plus une invitation à la première du film. Elle se passera où la première, à Paris? Ou pas forcément? Oui, je pense qu'elle se fera à Paris. Alors, parce qu'en fait, le film va donc partir sur la base donc, des sites parisiens, les deux grandes échelles qui sont projetées au sol, horizontalement et verticalement. Mais aussi, on va remonter en fait, dans le temps, montrer justement qu'il y a des sites beaucoup plus archaïques en Normandie, notamment dans le Pays d'Auge. Donc, je pense qu'il y aura une présentation du film et dans le Pays d'Auge et sur Paris. Bah, écoute, Bon, ça reste à déterminer. Au Pays d'Auge, on sera là avec Jérôme, on viendra vous soutenir, tu sais qu'on n'est pas très loin. Donc ensuite, pour les plus passionnés et puis peut-être les plus un peu plus fortunés, il y a donc la contrepartie à 300 €, mais je vous rappelle que là vous récupérez quasi 298 €, non, 198 €, pardon. Donc ça ne vous coûtera que 102 € après la déduction fiscale. Donc là, pareil, le lien, le DVD, l'invitation à l'avant-première, plus ton livre qui est déjà écrit ou qui est en... Alors, je suis en train de l'écrire et j'ai eu lundi dernier, là, justement, la confirmation de mon éditeur. Donc, il va le publier, donc, mon éditeur, c'est Hermésia. Hein. Donc, il va le publier donc, en mai. Au moment prévu de la sortie du film. D'ailleurs, il y a un autre projet dont je peux vous parler, parce que en fait, ce film-là, c'est aussi le début, je pense, d'un vaste travail de réactivation, justement, d'un certain nombre de sites dont on a perdu la compréhension. Et donc, mon éditeur m'a donné aussi son accord pour faire des guides des lectures hermétiques, donc sur les 2 prototypes donc, qui sortiront en mai aussi, l'année prochaine. Donc, j'ai fait donc un guide hermétique sur Etretat, qui s'appelle Etretat initiatique, et j'ai fait aussi un guide hermétique. Ce sera donc de beaux livres d'images, hein, il y aura des belles photos et puis le texte
qui propose une lecture selon un parcours voilà, orienté. Et donc le deuxième, qui sortira également au mois de mai l'année prochaine, sera sur bien justement ce que j'appelle l'axe métaphysique du Louvre. Pour ceux qui voudraient te suivre, hein, tu as un site web qui s'appelle philosophiedupatrimoine.fr et une page aussi Facebook. Hein, donc vous allez pouvoir effectivement suivre l'évolution et puis les nouveautés que tu vas pouvoir mettre en place cette année et l'année prochaine. Allez, je finis juste sur les dernières contreparties. Donc c'est à 500 € qui ne vous coûtera que 170 €. Toutes les autres contreparties avec en plus une deuxième visite guidée avec toi, donc à Paris ou en Normandie potentiellement. Au choix, on s'organise, on s'appelle. Et... D'accord. Et la dernière contrepartie, qui est vraiment la contrepartie pour les mécènes, hein, à 1500 €, elle vous coûtera 510 €. Bien, tout ce qu'on a dit au-dessus, et puis votre présence au générique de début du film au titre de producteur mécène, ce qui est très bien, moi je trouve aussi. D'ailleurs, on a ajouté autre chose. Enfin, moi, j'ai proposé à Marc, parce que je suis assez disponible en ce moment, j'ai proposé en fait presque, quelque chose pour intéresser les personnes qui sont peut-être un petit peu sceptiques ou qui n'ont pas du tout une idée de ce dont on parle justement en termes de symbolisme du patrimoine. Donc moi, je propose éventuellement de faire presque une contrepartie immédiate pour les gens qui voudraient en fait constituer des petits groupes de donateurs, voilà. Et donc si des gens, je sais pas, un couple ou même une personne arrive à réunir autour de lui une dizaine d'amis et veut, voilà, sur place comprendre la façon dont on va aborder les choses, ben, je me propose de leur organiser une visite d'1 heure et demie, soit à Paris, soit sur un site parisien, soit sur un site normand. C'est une façon aussi de s'imprégner quand on n'a pas du tout de repères dans ce domaine-là. Ah ouais, c'est une très très bonne idée. En tout cas, voilà, on mettra toutes les informations dans la description de la vidéo. Et puis, vous pourrez contacter Stéphane à travers son site ou la page Facebook. Stéphane, ben voilà, je pense qu'on a fait déjà une très belle description de ton projet à toi et à Marc. Vraiment, on vous encourage parce que voilà, c'est super d'avoir des projets de cette qualité-là. Pour ceux qui n'ont pas vu le film de Marc, hein, La Passion Marie-Madeleine, il est disponible sur le site lapassionmariemadeleine.fr et en VOD. C'est une merveille, une petite merveille. Qui est incontournable, tout à fait. Et puis écoute, on aura le plaisir de te retrouver une fois que le projet sera bien engagé. On prendra des nouvelles parce que voilà, on va suivre tout ça de très près. Super plaisir. Merci à toi Antoine, merci à toi Jérôme. Merci Stéphane. Voilà, et puis à très bientôt. Sur la route, sur le chemin. Oui, voilà, sur le chemin, du côté de Bourrachard, par exemple. Voilà, en Normandie. Avec grand plaisir. Et à Paris, faire un petit morceau de pèlerinage. Ok, super. Voilà, à très bientôt. À très bientôt, ciao ciao. Voilà Jérôme, eh bien écoute, j'espère que cette émission un peu plus longue que d'habitude vous aura plu. Mais voilà, c'était vraiment passionnant cet échange avec Stéphane. Alors vous pouvez le retrouver sur Backlist TV aussi, la chaîne de Franck Augier. Et puis voilà, on va surveiller la sortie de ce film documentaire. Et puis on en reparlera peut-être à sa sortie. En tout cas, ça nous a passionnés. Jérôme, eh bien, il ne reste plus qu'à nous quitter, à nous dire à bientôt pour le numéro 35. Au week-end prochain. Et profitez du beau temps. Ciao, ciao. Bon week-end. Ciao.